Alors, bienvenue dans ce premier épisode de Théoriser l'absurde, un podcast de philosophie des sciences avec Elliot Alak et moi-même, Sacha Raoult. Et nous allons parler aujourd'hui de peut-être le plus grand débat, tu es d'accord ? Ouais, Qui largement. traverse les siècles en philosophie des sciences. En tout cas, le plus transversal. Le plus transversal, qui est l'opposition entre ce qu'on appelle généralement à peu près toujours le réalisme d'un côté et ce qu'on appelle tantôt nominalisme, instrumentalisme, constructivisme de l'autre, enfin plein de noms différents. Ouais, voilà, donc on va commencer. Pourquoi ce titre pour ce podcast Simplement parce que ça évoque le mythe de Sisyphe, dans le livre de Camus, où Camus expliquait que le sentiment d'absurde naissait d'une confrontation entre le désir éperdu de clarté intrinsèque à tous les hommes et le fait qu'ils vivaient dans un monde irrationnel. Et pas irrationnel en tant que tel, irrationnel parce que l'humain, par ses capacités, il peut pas le rationaliser, il peut pas tout rationaliser. Et donc de la confrontation entre ce désir de tout comprendre et cette irrationalité du monde qui l'entoure, naît le sentiment d'absurde. Et donc nous avons décidé d'appeler ce podcast théoricien ou théorie de l'absurde. Ouais. Parce que c'est très joli. Parce que c'est ça que font tous les scientifiques en fait. Et c'est ça que font tous les scientifiques. C'est de théoriser C'est l'absurde. le but de la science. Ouais, c'est le but de la science. Donc voilà, on commence. Ouais. Alors, peut-être que la première chose qu'on pourrait faire, c'est que tu pourrais nous présenter, dans ce que tu as pu lire de philosophie des sciences, c'est quoi ces grands courants qui s'identifient des fois comme d'un côté, des fois comme de l'autre dans ce débat-là. Et puis ensuite, je te donnerai un peu quelle est ma lecture de ça, et à partir de là, on essaiera d'avancer, quoi, pour comprendre comment est-ce qu'on doit prendre. Il ne s'agit pas de faire l'histoire de la philosophie des sciences, mais simplement de voir comment est-ce que nous, on doit prendre les choses quand nous, on fait nos recherches, quoi. Alors vas-y, qu'est-ce que tu me dirais du coup ? Ça sert à rien de rentrer les détails dans des différentes sous-écoles, en tout cas, Ouais. parce que après, c'est des gens qui divisent des champs pour être premiers dans leur champ, mais tout ça, c'est un même champ un peu, donc le réalisme. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que toute cette école du réalisme, c'est une tradition qui, en fait, un peu qui se donne pour objet de découvrir une réalité qui préexisterait en fait à l'entendement humain, et donc le but de l'homme, ce serait de découvrir ces entités qui préexisteraient. Et donc le réalisme, quand il opère sur des entités et qui conceptualise pour rationaliser la manière dont fonctionnent ces entités, il considère que ce concept, c'est la vérité de cette entité. C'est ça. Et par opposition, du coup, alors à tout un tas de courants dont, je sais pas, peut-être le plus célèbre, c'est de commencer par Guillaume d'Occam, Ouais. avec le nominalisme, mais en fait, on a toujours eu, je veux dire, Protagoras et Gorgias, on peut dire que c'est déjà des thèses comme ça. Et donc, du coup, comment tu définirais du coup, tous les courants, quand il y a l'autre côté, le constructivisme, Alors, le nominalisme le plus englobant, c'est le nominalisme. Ouais. Et je dirais Moi, c'est le nom que je préfère. constructivisme, c'est à l'intérieur déjà du nominalisme, mais en plus radical peut-être. C'est Ouais. la frange la plus radicale du nominalisme. D'accord. Je crois en tout cas. Ouais, et donc du coup, qu'est-ce que tu Et le dirais ? nominalisme, c'est déjà Guillaume d'Occam, c'est celui qui le définit le mieux quand il dit les concepts ne sont que des sons de voix. C'est la meilleure manière de dire qu'est-ce que fait le nominalisme, c'est-à-dire, qu'est-ce que considère que sont les concepts le nominalisme. C'est que les concepts, c'est pas des espèces d'idées qui, dans l'entendement humain, seraient en parfaite adéquation avec une réalité qui serait a priori. Les concepts, ce seraient des instruments que les hommes y créeraient à partir de la sensation, de l'observation des choses pour pouvoir rationaliser le monde qui les entoure. Ouais. En fait. Donc en fait, tous ces débats, ils sont inscrits dans des contextes à chaque fois spécifiques, c'est-à-dire que genre autour d'une théorie, autour de... au XXe siècle, ça a beaucoup été autour de positions politiques, parce que ça a beaucoup à voir avec le marxisme, ça a beaucoup à voir avec toutes ces choses-là. Ouais. On a ces moments comme ça où il y a des oppositions frontales qui apparaissent entre des camps, et où il y a un camp, donc le camp
réalistes qui accusent les nominalistes d'être en gros déconnectés de la réalité, un truc comme ça, et les nominalistes accusent les réalistes d'être naïfs. Hein, c'est ça en gros. C'est ça. C'est ça. Bon. Et donc nous en fait ce qu'on voudrait faire, donc c'est quelque chose dont on parle depuis qu'on se connaît en gros, parce que ça fait partie des grandes questions. Et donc nous ce qu'on voudrait faire, c'est d'être réductionniste ou alors, d'être réductionniste, relativiste, ouais, oui, cohérentiste. Ouais. Qui pense que dans un paradigme ou des trucs comme ça, ouais, comme s'il n'y avait pas de réalité universelle. Ouais, c'est le truc du réalisme, ça. C'est aussi une bonne manière de dire qu'il y a une réalité universelle. Ouais. Et donc du coup, l'idée c'est d'essayer de reprendre ce truc à zéro là, et d'essayer de sortir un peu de cette façon traditionnelle de présenter le truc. L'idée de départ étant que c'est pas, donc il peut pas y avoir des écoles de pensée sur un truc comme ça. C'est pas des écoles il y a deux théories, et donc il y a forcément les deux théories sur en gros comment la science fonctionne, sur ce que fait la science. Donc il y a forcément une de ces deux théories qui est meilleure que l'autre, au moins pour un objet donné. Ouais. Hein, au moins pour un objet donné, il y a forcément une des deux théories qui est meilleure que l'autre, et donc ce qui veut dire qu'il y a une des deux théories qui soit est erronée par rapport à l'autre, quoi, soit parle pas de la même chose. En gros, c'est que comme ça qu'on peut résoudre le truc. Le fait de ramener ça à des écoles de pensée, comme si c'était des écoles, des courants politiques, etc., c'est très trompeur, quoi. Ouais. Et donc du coup, moi la façon dont je vois le truc actuellement, c'est de dire qu'en fait, quand on traite des gens de réalistes, quand on accuse des gens d'être réalistes, on les accuse d'être naïfs, et on les accuse de une de ces trois choses en fait. Soit on leur dit que ils n'envisagent pas que les théories auxquelles on est arrivé actuellement sont pas définitives. Donc ils n'envisagent pas qu'il y a peut-être une erreur, voilà, et que donc peut-être que on trouvera une meilleure explication que celle qu'on a actuellement pour rendre compte d'un phénomène. Et donc du coup on dit aux gens qui sont trop réalistes, c'est-à-dire qu'ils sont trop naïfs, sur le fait que c'est pas parce qu'une théorie fonctionne qu'elle est vraie, et par vraie on entend qu'un jour elle pourrait être contredite par une meilleure théorie. Comme ça, c'est une première façon. Deuxième façon, deuxième sens que cette critique elle peut avoir, on peut accuser les gens d'être réalistes, d'être naïfs, parce qu'on les accuse d'avoir donné deux fois le même nom à deux choses qui sont trop différentes. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on va dire, c'est que tous les phénomènes sont uniques. C'est le truc dont on se baigne pas deux fois dans la même rivière. Si on prend des champignons, par exemple, puisque Nietzsche disait les collectionneurs de champignons pour se moquer des réalistes, d'accord ? Si on prend des champignons, il n'y a pas deux champignons qui sont exactement pareils. D'accord ? Mais on peut avoir un nom qui est fonctionnel pour une variété de champignons, et donc on peut accuser les gens d'être naïfs s'ils ont donné le même nom à deux genres différents de champignons. Et par genre différent, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont tellement différents qu'il y a certaines choses qu'on dit d'un genre qu'on peut pas dire de l'autre genre. Et donc du coup, c'est dire que tu es naïf parce que tu as donné deux noms, tu as donné le même nom à deux choses différentes. Et enfin, dernier exemple d'accusation qu'on peut faire à un scientifique en disant qu'il est trop réaliste ou qu'il est trop naïf, c'est de dire tu as donné deux noms différents à la même chose. Et là, ce qu'on accuse en fait, c'est de se priver de cumulativité. C'est-à-dire que, par exemple, si on dit que ce qu'on appelle maintenant le ça, ce qu'on a appelé le ça en psychanalyse, maintenant on peut l'appeler le système 1 en neuroéconomie ou en neurobiologie, et avant on appelait ça les démons, d'accord ? Et donc l'idée c'est si tu crois que le démon existe, ou tu crois que le ça existe, ou tu crois que le système 1 existe, en gros, par exister, ce qu'on entend, quand on t'accuse de ça, ce qu'on entend c'est que tu oublies que cette chose-là avait déjà un autre nom en fait avant, et du coup, tu casses la chaîne de cumulativité qu'il y a pu avoir dans les connaissances qui ont été construites sur ce premier nom. Voilà. Et donc, du coup, le réalisme, à mon sens, c'est pas une école de pensée, c'est juste une erreur qu'on pointe quand on trouve que les gens sont trop naïfs sur un de ces trois domaines. Et sans doute qu'il y a des gens qui ont accusé trop facilement, en fait, les gens de cette erreur-là, et donc, du coup, en réaction, on a pris en face un homme de paille en disant mais vous nous accusez de vous pensez que la réalité existe même pas. Et donc du coup nous au moins on est réaliste, on pense que la réalité elle existe. Et donc du coup c'est comme ça que ça crée un débat, mais qui à mon sens ne devrait pas exister parce qu'il ne devrait pas y avoir d'écoles de pensée différentes sur comment fonctionne la science. Est-ce que ça te va comme point de départ ça ou pas ? Ça me va, mais alors
comme tu disais tout à l'heure, on peut s'entendre sur le fait qu'il peut pas y avoir deux écoles de pensée, au moins sur un objet. Sur un objet. Et ça dépend des objets, Ouais. du coup. Ouais. Parce que je pense qu'il peut y avoir deux écoles en sciences, genre physique, par exemple. Ouais. Mais je pense qu'il peut pas y avoir deux écoles en sciences sociales, par exemple. C'est-à-dire, Mais tu peux pas être réaliste en sciences sociales. pourquoi pas? Parce que ça n'a pas de sens de dire que tu décris des réalités alors qu'il y a autant de variables. C'est genre, Tu veux là dire- c'est trop naïf, mais Ouais, c'est tellement trop naïf. naïf que c'est intenable. Ouais, tu veux dire la naïveté est plus ou moins, elle est plus ou moins tenable en fait, Ouais, plus les mais objets il y a sont des fois simples. où l'objet donne son épistémologie presque. Ouais. Tu peux Ouais, pas ouais. opérer autrement. Ouais. Et du coup, personne n'a jamais prétendu que en sciences sociales on découvrait la réalité. Enfin, j'imagine, sinon c'est peut-être grave, mais Oui, plus l'objet est complexe, plus c'est compliqué de Oui. dire ces trois choses-là. C'est de dire, on Ouais. est sûr que la théorie est définitive, on est sûr qu'on n'a pas donné de noms différents à la même chose, et on est sûr qu'on n'a pas donné le même nom à deux choses différentes. C'est ça que tu veux dire? Et donc du coup, les débats se sont surtout faits sur la physique, Ouais, où il y a des objets qui sont tellement simples ouais, que c'est ça. du coup, C'est ça. on Même, arrive... même sur des entités observables, il y a du débat. Ouais. Du genre, au travers d'un microscope, est-ce qu'on observe la réalité ou est-ce qu'on observe un truc conceptualisé? Ouais. Ouais. Bon, mais en fait, là, il devrait pas y avoir de débat. Ouais. Parce que donc, une théorie, donc on arrive au deuxième aspect, une théorie, ça se valide par trois processus. Le premier, c'est que il faut que la théorie soit cohérente. C'est le principe de non-contradiction. Et ça, c'est une règle qui n'a pas de fondement, autre que c'est ça qui distingue la science de la non-science, de la poésie. On part du principe qu'il faut que les choses soient cohérentes, parce que la réalité a une cohérence. D'accord. Et c'est ça qui permet l'induction, c'est ça qui permet tout le processus scientifique. Et donc, le premier truc, c'est qu'il faut que la théorie soit cohérente. Si la théorie se contredit, à ce moment-là, elle n'est pas acceptable. Quoi. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut que la théorie prédise des covariations. C'est-à-dire que la théorie, c'est une chaîne de causalité entre, par exemple, donc entre une variable A et une variable B. Et donc, il faut que, dans une certaine mesure, on soit capable d'observer des phénomènes qui montrent que quand la variable A varie, la variable B covarie dans le sens prévu par la théorie. Et évidemment, le problème qui se pose, c'est que très souvent, entre la variable A et B, il y a toute une chaîne d'autres causes. Hein, et donc, du coup, on doit avoir créé un modèle de comment ces variables sont reliées entre elles pour expliquer la covariation, toutes choses égales par ailleurs. Et puis enfin, la troisième façon de valider une théorie, c'est de reconstituer les processus, de retracer, j'aime bien retracer les processus, c'est-à-dire en fait de voir à des niveaux à une échelle plus fine que celle de la théorie globale, qu'il se passe bien des instances causales qui vont dans le sens de la structure qui est décrite par la théorie. Et donc par exemple, si on prend la question de la peine de mort, il y a une théorie que la peine de mort est dissuasive. Il y a aussi une théorie sur laquelle la peine de mort n'est pas dissuasive. Il y a une théorie sur laquelle la peine de mort propage de la violence, d'accord. Il y a trois théories, hein, en gros. Et donc, si tu voulais savoir laquelle des théories est la plus intéressante, il faudrait d'abord essayer d'expliquer sa cohérence, tu vois, par exemple par rapport à la rationalité de l'homme, par rapport au rôle de l'exemple, tous ces trucs-là. Ensuite, tu pourrais chercher à faire un modèle de covariation, c'est-à-dire voir quand on exécute des gens, est-ce qu'il y a davantage d'homicides, est-ce qu'il y a moins d'homicides, et le problème serait, dans quel sens les variables se causent-elles les unes les autres, hein. Et donc, quand il y a plus d'exécutions, il y a peut-être plus d'homicides, mais peut-être aussi que c'est parce que quand il y a plus d'homicides, on veut exécuter plus de gens, et voilà, donc il y a toutes ces choses-là. Et puis, à pauvreté égale, maintenant, quand il y a plus de pauvreté, peut-être qu'il y a plus d'homicides, peut-être aussi qu'il y a plus d'exécutions, parce qu'il y a plus de pauvreté, il y a plus d'insécurité sociale, et donc que ça amène les gens à vouloir à être en demande d'une justice plus sévère, etc. Donc il faut créer tout ce modèle. Bon, et là, reconstituer le processus, ça serait, regarder quand on interroge des criminels, quand on interroge des gens qui se sont retenus, des criminels, quel était le rôle que la peine de mort pouvait avoir dans leur passage à l'acte, et de parler de est-ce qu'ils avaient conscience de ça, etc. Et ça serait les trois étapes en fait. Bon. Et donc, ce qu'on a pu voir dans l'article de Mearsheimer et Walt, là, qu'on a analysé dans l'épisode 2 de Métadiscussion, c'est que pour Mearsheimer,
la principale différence entre être réaliste et être nominaliste, en gros. Lui dit instrumentaliste, lui mais dit c'est encore une manière de dire nominaliste. Ouais, on va être instrumentaliste. C'est que quand on est instrumentaliste, on se passe de reconstituer les processus, en gros. Et en fait, non. En fait, là, je viens de capter du coup pourquoi est-ce qu'il disait instrumentaliste, c'est parce que instrumentaliste contre réaliste, c'est la querelle au sein des sciences sociales entre nominalisme et réalisme, mais en plus, du coup, en moins naïf. En moins naïf. Parce qu'on peut pas être aussi naïf en sciences sociales. Et donc, du Et coup, donc ça la veut dire quoi? différence, c'est que sur la reconstitution des processus. Ouais. Alors que dans le reste, c'est encore, enfin, c'est autre chose encore. Donc, en gros, là, ce que ça voudrait dire, c'est que dans ce domaine-là, il s'agit juste de dire, est-ce qu'on peut faire une macro-théorie à partir d'un ensemble de micro-théories, en fait. Et donc, si on peut théoriser comment un agent réagit à la peine de mort, est-ce qu'on peut s'imaginer une structure plus large qui contient tous ces agents et ensuite voir comment la structure réagirait? Ou est-ce qu'on n'a pas besoin de ça? Est-ce qu'on peut juste réfléchir, faire des entités macro-structurelles et juste réfléchir à comment ces entités réagiraient les unes aux autres et de là imaginer de la covariation? C'est ça. C'est ça? Ok. Bon. Et donc du coup, si on réfléchit comme ça, alors à ce moment-là, on peut analyser le débat de la façon suivante. C'est qu'en fait, les nominalistes sont des gens qui ont toujours travaillé à reconstituer les processus scientifiques. Donc les sociologues des sciences, tous les gens qui énervent, par exemple les physiciens. Alors l'un des plus grands exemples, c'est imposture intellectuelle, c'est tout le truc d'Alan Sokal qui a accusé les sociologues et les philosophes des sciences d'être trop nominalistes en gros. Et en fait, ce qu'ils font à chaque fois, que ce soit Latour, que ce soit tous ces gens-là, c'est qu'ils reconstituent les processus scientifiques. Et comment, de toute évidence, les scientifiques, ils nomment des choses, eux. Les choses, ils les découvrent pas avec une étiquette. C'est eux qui donnent des étiquettes. Comme dit Latour, comment la science se fait. Ouais, comment la science se fait. Ce qu'elle découvre, comment c'est ça. Quand elle se fait. Quoi. On voit que c'est une construction. Quoi. Mais quand on retrace le processus, on voit bien que les gens construisent les choses et que les gens nomment les choses. Voilà. Et donc, du coup, ce que vont répondre les réalistes naïfs, c'est sur l'autre volet. C'est dire, oui, mais comme on arrive à des covariations qui fonctionnent très bien, c'est forcément que c'est vrai. Et donc là, on a cette phrase d'Hilary Putnam qui dit, ça serait un miracle que ça marche et que ça soit faux. En gros. Que ça marche, ouais. Voilà. Et donc, du coup, ce qui est difficile pour moi à comprendre, en fait, c'est que du coup, ça veut dire que si tu arrives à maintenir une position dure de réalisme, tu sous-entends que la théorie est définitive, en fait. C'est ça que ça veut dire. On est d'accord? C'est exactement ça. Ouais. Or, on a, en fait, beaucoup d'exemples. Et à chaque fois, genre, ce qui a fait Thomas Kuhn, etc., ce qui a fait ces grands noms, en fait, du constructivisme, etc., c'est ces exemples de théories qui avaient l'air de bien fonctionner jusqu'à ce qu'il y ait une meilleure théorie qui arrive. Donc la question, c'est comment est-ce que les réalistes, ils intègrent la possibilité qu'il y ait une meilleure théorie après. Ils n'intègrent pas. J'imagine que non. Je sais pas. Ouais. Je sais pas comment ça se passe à ce niveau-là. Ouais. Donc du coup... mais juste par exemple, en fait je me disais, quand on parlait de la troisième erreur qu'on dénonce quand on parle de réalisme, à savoir qu'on parle de deux choses semblables, sous deux expressions différentes, on parle de la même chose. En fait ça c'est principalement en fait tout ce que dénonçait la philosophie américaine dans le pragmatisme quand elle dit faut bien se rappeler qu'un concept c'est quelque chose qu'on a créé et que donc le sens du concept se résume à ses implications pratiques. Parce qu'un concept c'est une portée fonctionnelle, pas une portée, c'est pas une entité qui existe dans un monde d'idées. C'est quelque chose qui doit agir, qui nous permet de comprendre les choses. Et donc si un même concept, si deux concepts ont exactement les mêmes implications pratiques, alors c'est la même chose, parce que sinon ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens au sens d'implication pratique. Et ça par exemple c'est une bonne manière de dénoncer cette erreur là, la troisième, c'est un bon exemple de ça. C'est tout le truc de William James. Ouais, exactement. Tout le truc de William James consiste à dire vous avez eu plein de vocabulaires différents pour parler des mêmes choses en fait, et donc du coup si les vocabulaires différents parlent des mêmes choses, c'est qu'il n'y a pas de querelle. Voilà. Donc la question c'est de savoir s'il y a une querelle en fait. Le débat est apparent et non réel. Ouais, c'est ça, le débat est apparent et non réel. Et donc c'est vrai que du coup alors moi le mot qui me pose le plus de problèmes dans ce débat-là, c'est la question de savoir si on parle d'une réalité qui existe ou qui n'existe pas. Et je comprends pas de quoi les gens parlent, parce que de toute évidence, tout le monde pense qu'il y a des signaux ou des informations
qui viennent de l'extérieur, et tout le monde pense aussi que ces signaux ils passent par un filtre qui est une représentation, et que l'œil humain ne voit pas comme l'œil des autres êtres vivants, que la culture ou la fatigue ou n'importe quoi d'autre affecte la façon dont on perçoit les phénomènes. Les instruments qu'on utilise affectent la façon dont on perçoit les phénomènes, la façon dont on apprend. Utiliser un instrument, c'est l'exemple de Ian Hacking, tu veux le donner, du coup il est intéressant. Ouais, c'est un papier qu'il a écrit qui s'appelle Qu'est-ce qu'on voit ou Est-ce qu'on voit au travers d'un microscope. Et en fait, dans ce papier, il répond à une question qui est est-ce qu'il y a un continuum entre les entités observables et les entités observables via des instruments? Est-ce que c'est autant des faits bruts? Et en fait, il dit que un instrument comme le microscope, en fait, quand on observe au travers de cet instrument, eh ben, il prend l'exemple, il dit dites à un profane de regarder au travers d'un microscope une entité que vous allez mettre à observer, et il vous dira qu'il voit une grosse tache noire. Et dites à un professionnel, quelqu'un qui a appris à regarder, qui a appris en fait, c'est là le truc. Il a appris à regarder au travers d'un microscope, de regarder au travers de ce microscope, et il vous dira que cette tache noire, en fait, c'est parce qu'il a appris à reconnaître ce qu'elle était, une molécule ou quelque chose d'autre, etc. Et en fait, il dit que cet apprentissage, c'est un apprentissage qui est fait par des conventions de langage, des lignes qui signifient certaines choses, etc. Et donc, il nous dit, ce qu'on voit au travers d'un microscope, c'est pas autre chose que quelque chose sur lequel on s'entend, qu'un consensus. C'est un consensus perceptif. C'est pas une perception pure, en quelque sorte. Ah ouais. Et ça, c'est un bon exemple de reconstitution d'un processus, par exemple. Alors, on va prendre 3 exemples pour essayer d'expliquer comment est-ce qu'il faut comprendre ces choses-là quand on fait notre propre recherche. J'ai l'impression que le plus important, c'est de comprendre qu'en fait, plus le temps passe, plus on a un langage qui devient, qui s'affine pour désigner des choses de plus en plus précises, au sens pragmatique, c'est-à-dire au sens où désigner les choses comme ça va nous permettre de comprendre d'autres choses, de prédire en fait d'autres choses. D'accord ? Donc on va prendre 3 exemples de ça. L'exemple qui est le plus utilisé dans la philosophie de la physique, c'est le passage du paradigme de Newton au paradigme d'Einstein. Donc Newton est nominaliste. D'accord ? On dit qu'il est nominaliste parce que c'est à cause de la pression de l'Église catholique, etc. Mais enfin, ça, c'est une interprétation. Tout ce qu'on sait, c'est que Newton, dans son travail, il dit tout se passe comme si. Bon. Et Young Newton dit tout se passe comme s'il y avait une force de gravitation. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, Newton est obligé d'utiliser le mot force comme une métaphore pour que les gens comprennent de quoi il parle. D'accord ? Et donc, en utilisant le mot force, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une analogie avec ce que les gens appelaient déjà comme une force. Donc, par exemple, la force musculaire qui me permet de soulever une table. Et donc, il dit l'action qu'exerce une masse sur une autre masse, c'est quelque chose qui ressemble à une force. Et donc, cette même force, c'est celle qui fait tomber les pommes de ma main jusqu'au sol, et c'est celle qui fait déplacer les planètes comme elle les déplace. D'accord ? Et le grand truc de la force de gravitation, c'est qu'elle permet de prédire énormément de choses. Ce qui peut amener du coup les gens à dire ah bah du coup la force existe. Mais la façon dont quand on cadre le débat comme ça, à mon avis, on rentre dans un langage qui est où on va pas s'en sortir. La question c'est de dire est-ce que c'est vraiment une force ou est-ce que c'est comme une force ? Et c'est sûr c'est que c'est comme une force parce que c'est pas la même chose, d'accord ? Donc c'est comme une force à quel point ? Et c'est métaphorique. Mais... C'est une métaphore, voilà. C'est une métaphore. Et donc il n'y a pas de force qui existe. Il y a un truc qu'on comprend mieux si on comprend que c'est comme une force, et ça permet de prédire un certain nombre de choses. Et ensuite, Einstein arrive en disant, non, c'est comme une courbure de l'espace-temps. Et donc, il y a ce graphique, ce qui est très connu. Tu vois le graphique d'Einstein, là, où il te présente une grille avec un poids au milieu, et la grille, en fait, se tord comme ça. Tu le vois, ce graphique ? Je te le montrerai, qui est un truc les plus connus qu'Einstein en fait utilise pour faire comprendre ce qu'il entend en fait. Il représente en fait un graphique en 2 dimensions avec une grille comme ça. Tu mets un point au milieu et du coup le milieu de la grille se courbe comme ça. Voilà. Donc il dit, c'est comme imaginer maintenant une 4e dimension en fait, qui est le temps que tu rajoutes aux 3 autres. Et donc du coup, quand tu as un objet au milieu, ça courbe l'espace-temps. Et c'est ça qui fait que les choses se déplacent comme ça, dessus, parce qu'ils glissent, tu vois. Voilà. Et
Et donc, pareil, l'espace-temps, ça n'a pas de sens de dire que ça existe ou pas. C'est qu'on peut s'imaginer que c'est comme une courbure, et comme ça, on arrive non seulement à prédire ce que prédisait Newton, mais on arrive en plus à prédire plus de choses. Comme, par exemple, plus la vitesse accélère, plus le temps va se ralentir à l'intérieur de l'objet. D'accord ? Et ça, c'est des prédictions qu'on a en plus. Donc après, les prédictions d'Einstein, elles sont tellement précises, il y a tellement de covariations qu'on arrive à identifier avec ça. D'accord ? Le coup des horloges, ça c'est un truc qu'on a pu faire ensuite. Et donc c'est complètement fou d'imaginer qu'Einstein a pu prédire un truc pareil. Et du coup, ça paraît impossible d'imaginer que ça n'existe pas, au sens, si on traduit comme, ça paraît impossible d'imaginer que la théorie n'est pas définitive. Voilà. Sauf que, Einstein lui-même, il y avait des choses qu'il n'aimait pas dans sa théorie, comme par exemple le coup de la constante cosmologique, il était obligé de rajouter des chiffres tout moches au milieu des équations pour que les choses tiennent et expliquent l'univers. Et puis ensuite, maintenant, on a la matière noire, on a l'antimatière, on a plein de choses qu'on a été obligé d'ajouter en fait en plus des phénomènes observables pour que la théorie continue d'expliquer les phénomènes qu'on voit. Et ce qui fait qu'il y a une possibilité qu'on trouve une meilleure théorie après. C'est pas dit qu'on le fasse, et même si on le fait pas, on ne sait pas si c'est juste parce qu'on n'est pas capable de le faire ou parce que c'est pas possible. Bon. Dans tous les cas, ça n'a aucun intérêt de considérer que la théorie est définitive. Il n'y a aucun intérêt à conserver ça, si ce n'est à valoriser le champ. Ouais. Donc là, c'est là qu'on comment ça s'appelle, qu'on mobilise Bourdieu. Du coup, tu pourrais expliquer en quelques instants juste la théorie du champ de Bourdieu? Ouais. Et du coup, on rebascule là dans une explication de sociologie des sciences pour expliquer des fondements du réalisme. Ouais. Donc ça va encore les énerver. Ça va encore les énerver. Bon, reprenons. Vas-y. Mais reprenons. Ouais. Donc la théorie du champ de Bourdieu. Là encore, c'est quand Bourdieu il parle de champ, il dit imaginez un champ de force. Ouais. En fait. Ouais, donc là encore, c'est tout se passe comme si. Ouais. C'est pas, il existe un champ de force. Ouais. Tout se passe comme s'il existait un champ de force. Et en fait, c'est dans un champ, par exemple, le champ de l'académie ou d'une discipline, par exemple, de la philosophie, imaginons. Mais là, il y a des capitaux. Et les capitaux, en fait, c'est, on va dire, un peu la monnaie. La monnaie dans ce champ. Et cette monnaie, ça peut être une monnaie symbolique. Donc, le pouvoir qu'a une personne. Le prestige, par exemple. Le prestige. Voilà, son pouvoir, ce serait le prestige dans l'académie, par exemple. Et qui permet d'en tirer ensuite des choses. C'est-à-dire que si tu as un plus grand prestige, tu peux en tirer des financements, des invitations, tu peux en tirer des avantages. Donc, c'est pour ça que c'est un capital, parce qu'en fait, tu peux le rentabiliser. C'est ça. Tout le monde a intérêt à avoir le plus gros capital. Et le capital, il est distribué de manière différente il y a une distribution du capital qui est pas égale, bien sûr, qui est très inégale. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que il faut imaginer qu'il n'y a pas un champ, donc il y a des champs. Et dans cette espèce de champ des champs, en fait, qui est le champ englobant de tous les autres champs, en fait, il y a une lutte dans les sous-champs de ce champ des champs pour prendre la plus grosse part du gâteau dans le champ des champs. Ouais. Donc en fait, ce que les gens essayent de faire, et ce que Bourdieu l'explique bien, c'est que le plus grand enjeu pour un champ, c'est de définir son champ de la manière à ce que son champ il soit le plus étalé possible dans le champ des champs. Ouais. Et donc c'est ce qui va faire que par exemple, Auguste Comte, dans son discours inaugural quand il ouvre sa chaire de philosophie d'histoire des sciences au Collège de France, il explique que la sociologie des sciences c'est dans la hiérarchie des disciplines la discipline la plus élevée, la plus haute. Et là il défend son champ et il dit c'est parce qu'en fait il y a besoin de créer, plus personne ne croit en Dieu, il y a plus de besoin métaphysique, en tout cas c'est ce qu'il dit lui, et il dit il faut qu'il y ait une foi positive. Et c'est la sociologie qui pourra faire ça, en expliquant les choses. Et donc là en fait il essaye de bouffer le champ de la philosophie. Il lui enlève, et donc là ce qu'il fait lui c'est définir son champ et redéfinir son champ de la manière à grossir le plus possible son champ. Un autre très bon exemple de ça, c'est tout ce qui est arrivé en sciences éco à partir des années 40, à partir d'il y a 40 ans, excuse-moi, où, bon, après plusieurs personnes, mais c'est Gary Becker qui a vraiment fait exploser ce truc-là. Les économistes se sont mis à faire de l'économie de tout,
économie du mariage, économie du crime, économie même du suicide, etc. Et le passage qui a permis de dire, regardez à quel point l'analyse économique, ça peut être valorisé dans le champ des champs, parce que ça peut aider à résoudre beaucoup plus de questions que ce que vous imaginez, c'est quelque chose qui a été très très bien accueilli au final par les économistes. Et donc du coup, dans un champ, il y a deux enjeux. Un, le pouvoir symbolique du champ dans sa globalité, et ensuite le pouvoir symbolique de chaque acteur à l'intérieur du champ. Exact. Et donc, Bourdieu, dans son article, Le champ scientifique, avait expliqué à l'époque que de toute évidence, pour les dominants dans le champ, il n'y a pas d'autre épistémologie que être réaliste. Parce que c'est ça qui valorise le plus leur champ. Non? On est d'accord? Bon. Mais du coup, on en arrive en fait à un truc. Donc, si on oublie ces histoires d'écoles, en disant ça n'a pas trop de sens de dire qu'il y a des écoles comme si c'était des écoles de philosophie morale. Enfin, je veux dire, là, il s'agit de faire des théories empiriques. Donc, il ne devrait pas y avoir d'école. Il va juste avoir une meilleure théorie. Si on reprend ça, donc on prend l'exemple de la force et de la gravitation. Deuxième exemple, qui est un des exemples les plus connus dans les sciences humaines, c'est l'exemple de la maladie mentale. Donc, c'est-à-dire que Durkheim d'abord, et puis ensuite, 70 ans plus tard, Foucault, vont s'attaquer à la notion de maladie mentale. Et je pense que ce qu'ils font, c'est qu'ils font cette même critique en disant les psychiatres ont nommé des choses, maladies, en faisant une métaphore. En disant c'est comme une maladie. Donc c'est comme une maladie, la maladie mentale, c'est comme la grippe, c'est comme la peste, au sens que ça peut faire souffrir les gens, au sens que ça peut se soulager quand on l'accompagne, et au sens que ça peut avoir une origine dans leur biologie, dans leur génétique, dans leur hérédité, etc. Ça peut avoir une origine dans l'environnement, ça peut être épidémique. Voilà, on peut trouver des remèdes. On peut trouver des remèdes. Ouais, il y a tout un tas de métaphores comme ça. Mais ce que leur rappellent en fait les antipsychiatres qu'il y a eu régulièrement, c'est que c'est pas littéralement une maladie, c'était juste une métaphore. Et donc il y a certaines choses qui sont pas comme une maladie. Par exemple, si vous arrivez à un endroit où tout le monde a le cancer et vous avez le cancer, ça vous soulage pas de votre cancer. Alors qu'en revanche, si vous arrivez dans un monde où tout le monde a une certaine folie, et que vous avez aussi cette folie, bah, vous paraissez plus fou, en fait. Il y a plus de folie à ce moment-là. Et donc c'est une grande différence entre c'est l'aspect social de la folie. Et donc du coup, c'est un exemple où pareil, on accuse les psychiatres d'être des réalistes naïfs à chaque fois qu'ils oublient que ces choses qu'ils appellent des maladies sont juste comme des maladies. Et que c'est une bonne métaphore dont on a besoin pour parler de ces choses-là, mais que à chaque fois qu'on oublie que c'est une métaphore et on fait de mauvaises analogies et on commet des erreurs. Et donc à la fin, on en revient juste à se dire ne commettez pas d'erreurs par naïveté, en oubliant que vous faisiez des métaphores. On est d'accord sur ça? Ouais. Et le dernier exemple qu'on connaît bien nous, c'est la question du crime. Régulièrement, les gens ont accusé les criminologues de faire comme si, et c'est toujours la même expression, de faire comme si le crime existait. Ils leur disent le crime n'existe pas. Et les autres répondent comment ça n'existe pas, ça existe. Enfin. Et donc là pareil, c'est une mauvaise façon de parler de ça. Mais qu'est-ce que les gens entendent quand ils disent le crime ça n'existe pas? En fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ouais. Alors, je pense que quand les sociologues disent aux juristes le crime ça n'existe pas, ils veulent dire le crime en tant que quelque chose qui est universellement déviant, ça n'existe pas. C'est ça que veulent dire les sociologues aux juristes. Il n'y a pas de norme qui universellement de tout temps été punie. Mais après, en fait, quand ils disent ça, c'est déjà trop radical. Ouais, mais ils disent ça, mais c'est vrai à 90%. Ouais. Donc c'est quand même une bonne critique. Moi, je pense que ce qu'ils font, c'est qu'ils retracent un processus. Ouais. C'est-à-dire qu'ils retracent un processus qui est que c'est vrai que pour que quelqu'un soit désigné comme criminel, il faut qu'il y ait un processus humain où des gens ont listé ce comportement comme un crime, et c'est vrai ça. Ce qui ne veut pas dire que ce processus, qu'il n'y a pas certains de ces processus qui apparaissent systématiquement dans toutes les sociétés humaines. Comme par exemple se défendre de certaines formes de violence de l'extérieur, comme par exemple l'inceste oedipien, l'inceste mère-fils qui est toujours prohibé ou tabou. Et donc ça veut dire que à la fois on peut retracer certains processus, il a toujours fallu que quelqu'un interdise en fait. Ça va être des trucs que vont dire Durkheim, que va dire Howard Baker. C'est un crime que parce que quelqu'un a nommé crime, ouais. Mais la question c'est de savoir si il n'y a pas des choses qu'on est forcé de nommer crime, en fait. Et que dès qu'il y a une société humaine qui s'organise, ces gens le nomment crime. Alors, et donc là, c'est pareil, c'est comme ça qu'on arrive, je pense, à mieux comprendre. Qu'est-ce qu'on entend par exister? Ouais, qu'est-ce qu'on entend par exister? En fait, les uns entendent exister au sens de
c'est quelque chose qui est un universel et c'est une chose en soi. Et les autres entendent, non, c'est comme ça que parce qu'il y a un consensus qui fait que c'est comme ça. Ouais. Et déjà, il faut se rappeler que c'est un consensus. Ouais. De un, il y a des gens qui nomment les choses. Ouais. Il y a des gens qui s'entendent sur les choses. Ouais. Et dans les sociétés, les choses sur lesquelles on s'entend changent en permanence. Mais il y a des choses plus ou moins ancrées sur lesquelles on s'est entendu dans toutes les sociétés. Mais ça veut pas dire que c'est des choses en soi. Ça veut dire que c'est des consensus qui parce que les sociétés, elles ont sûrement des degrés de similitude ou que l'humain, il a fait que, en fait, quand on s'entend, il y a des choses sur lesquelles on s'entendra toujours. Ouais. Mais c'est ça dont il faut se rappeler. Les choses n'ont pas d'étiquette dans la nature. Voilà. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas certains noms qui sont définitifs. Au sens où on ne trouvera jamais de meilleure façon de nommer ça. Voilà. Et je pense que du coup, c'est autour de ça qu'est tout le débat et qu'on a intérêt à se débarrasser en fait de ces... on a intérêt à être réaliste sur le réalisme. Voilà. C'est ça. On a intérêt à se rappeler comment ces choses-là sont arrivées, comment ces débats-là se sont arrivés et qu'à chaque fois, ils ont des enjeux en fait plus pragmatique, assez spécifique, qui consistait pour attaquer une théorie spécifique en rappelant la possibilité qu'elle soit erronée et qu'elle ne soit pas définitive. Non ? Ouais. Ça va ? Ouais. Bon. Bah, écoute, on va s'arrêter là bien. pour aujourd'hui. Ouais. Parce On que fera un faut qu'on épisode aille. 2 ou... Mais oui, on fera un épisode 2. Mais voilà, je trouve qu'on s'est bien amusé. C'était bien, non ? Ouais. Allez, à bientôt. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are mine.